Bonjour à tous, chers 6e B et 6e D. Je vous propose de faire un nouveau chapitre, mais avant je vous rappelle la consigne. À tout moment, vous pouvez faire pause pour arrêter et copier correctement dans votre cahier ce qu'il y a à copier. Et pour commencer, une accroche avec ce dessin issu d'Astérix et Obélix. C'est donc un hommage à Albert Uderzo qui représente la ville d'Athènes. Et c'est aussi en lien avec notre chapitre puisque nous allons voir en chapitre 9 le monde des cités grecques. Et voici tout d'abord une carte qui représente le monde des cités grecques. Dans ce chapitre, nous allons essentiellement parler de la zone en rouge, le monde grec, et puis un petit peu de la zone en jaune. C'est ce qu'on appelle les colonies des cités grecques. Nous y reviendrons. Vous pouvez noter donc au 1er millénaire avant Jésus-Christ, la civilisation grecque s'étend tout autour de l'espace de la Méditerranée, de la mer Méditerranée, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Toujours en guise d'introduction, nous allons étudier ce qu'on appelle des cités-États. Nous en avions déjà parlé. Ces cités-États vont s'organiser progressivement. Ces cités-États, ce sont des territoires indépendants, autonomes. Donc nous allons revenir sur tout ça en nous interrogeant avec la question suivante: comment s'organise le monde grec? Nous allons donc étudier les cités grecques dans leur ensemble au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc pour cela, vous pouvez d'abord noter le grand 1, des cités indépendantes et rivales. Pour commencer cette étude, ouvrez votre manuel aux pages 64 et 65. Vous pouvez répondre à ces 4 questions que vous avez à la page donc 64. Attention, pour la question 4, il ne s'agit pas du document 2, mais du document 3. Soyez vigilants. Je vous invite à stopper cette vidéo afin d'y répondre calmement. Pour la première question, quand sont nées les premières cités grecques, vous trouverez la réponse sur la frise. Pour la deuxième question, sur la démocratie athénienne, à nouveau, vous trouvez la réponse sur la frise. Pour la troisième question, vous trouverez le nom de la mer sur le document 1. Et enfin, pour la question numéro 4, ici, vous avez d'entourer les lieux principaux de la vie politique à Athènes. Voilà, en guise de bilan, vous allez pouvoir noter. Donc, après avoir noté le grand 1 et les exercices, au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs vivent en Grèce d'Europe et en Asie mineure. Vous avez le concret sur la carte entouré en rouge, autour de l'espace donc de la Méditerranée. Ensuite, vous pouvez noter que les Grecs vivent dans des petits États appelés les cités, ou les cités indépendantes. Vous avez un modèle de ces cités au document 1, page 68. Comme vous le voyez sur le document 1, mais aussi celui que vous avez sous les yeux à l'instant, la cité est organisée de la manière suivante. La ville, les remparts tout autour et la campagne encore au-delà des remparts. Ça est une représentation d'Athènes, nous pouvons le voir et nous le reverrons par l'acropole qui est présent en hauteur. Pour poursuivre le cours, vous pouvez noter que chaque cité a ses propres lois et a son propre gouvernement. Ainsi, entre Athènes et Sparte, 2 cités du monde grec, il y a des lois et des gouvernements qui sont différents. Ces cités sont très souvent des cités guerrières qui aiment partir en guerre. Ainsi, elles vont faire la guerre et elles vont aller récupérer des territoires tout autour de la Méditerranée. Une fois conquis, ces territoires vont porter le nom de colonies. Vous pouvez donc noter à la suite du cours que les Grecs fondent de nombreuses cités tout autour de la Méditerranée, comme par exemple Massilia qui est aujourd'hui devenue Marseille, et que ces cités s'appellent des colonies, c'est-à-dire que suite à des guerres perdues, elles sont devenues des cités coloniales grecques. Voilà, pour en finir avec ce grand 1, je vous propose 2 définitions. Tout d'abord, une colonie. C'est une cité fondée par un groupe de Grecs en dehors de la Grèce. Et puis, une cité, c'est un petit État composé d'une ville et de sa campagne. Voilà, notre première partie est finie pour ce chapitre. Je vous propose de vous retrouver un tout petit peu plus tard. Faites pause sur la vidéo et ainsi, on reprend le grand 2 à un autre jour ou à un autre moment. Prêt pour le grand 2 ? Alors c'est parti. Grand 2, en rouge comme d'habitude, l'unité du monde grec. Nous allons donc étudier ensemble ce qui fait que le monde grec est uni, malgré le fait qu'il y ait des cités-États indépendantes les unes des autres. Nous allons étudier 2 types d'union, donc il y aura un A et un B. Donc prenez votre crayon vert et notez A, une même culture. Et pour ce faire, nous allons étudier les pages 70-71. Je vous invite tout simplement à faire pause et comme consigne, vous avez la lecture de cette double page.
Après la lecture de cette double page, je vous demande de retenir le titre des poèmes, l'Iliade et l'Odyssée, leur auteur Homère, et je vous demande de retenir aussi la fonction de ces deux ouvrages. En effet, ils servent d'abord à apprendre à lire et à écrire pour les Grecs, mais aussi leur permettent de découvrir leur histoire, en tout cas la mythologie de leur histoire. Ainsi, à la suite des titres, vous pouvez noter les Grecs apprennent à lire avec les poèmes d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Ces écrits servent de base de l'éducation des jeunes Grecs. Pourtant, ces écrits sont légendaires. Ils croient en une multitude de récits, les Grecs, mais qui font partie de ce qu'on appelle la mythologie. Dans le cours, vous pouvez aussi noter ce que signifie un mythe, c'est-à-dire le récit des aventures de dieux ou de héros. Nous avons fini le A du grand 2. Je vous invite à nouveau à faire pause et nous nous retrouvons plus tard pour la suite du cours. Allez, poursuivons notre cours. B. Donc toujours dans le grand 2, nous allons passer au B. Donc en vert, Olympie, sanctuaire panhellénique. Rassurez-vous, nous allons expliquer le vocabulaire, mais en attendant, vous pouvez ouvrir les pages 66 et 67 de votre manuel. Pour étudier cette double page, je vous propose cette première question que montre le document 3 sur les croyances des Grecs. Vous pouvez vous aider bien sûr du vase et surtout de ce qui est noté juste à côté dans la légende. Ma deuxième question, c'est à quoi servent les jeux ? Et pour ce faire, je vous demande de regarder le petit chapeau en haut de la page. À la deuxième phrase, quand il est évoqué que les Grecs font une trêve, c'est-à-dire qu'ils stoppent la guerre pour participer aux jeux. Pour répondre à la question aussi à quoi servent les jeux, je vous invite à regarder la définition de panhellénique, à savoir qui est commun à tous les Grecs. Allez, faisons un petit bilan de cette étude de la double page. D'abord, je voulais que vous notiez que les Grecs croient en plusieurs dieux. Ils sont polythéistes. Alors cette phrase fait bien sûr partie du cours, vous devez la noter. À la suite du cours, vous pouvez noter qu'ils honorent les dieux en organisant des grands concours sportifs comme à Olympie. Olympie est une cité grecque autonome, indépendante où on organisait des jeux sportifs. Vous avez un plan ici de la cité de l'époque. Les Jeux olympiques actuels portent ce nom en hommage à la cité d'Olympie, qui existe toujours. Sur ce site d'Olympie, on retrouve des sanctuaires qui montrent que les Grecs ont des croyances communes. Ce sont ces croyances qui font l'unité du monde grec. Dans ces sanctuaires participent à l'unité de tous les Grecs entre eux. Ainsi, vous pouvez noter la définition de sanctuaire, un lieu consacré à un dieu et entretenu par l'ensemble des cités grecques. Je vais aussi vous demander de noter la définition de panhellénique. Ce sont des choses communes à tous les Grecs. À nouveau, nous arrivons à la fin d'une partie, donc je vous invite à arrêter là. Nous reprendrons plus tard. Nous pouvons donc reprendre sur le grand 3 à vos crayons rouges. Grand 3, Athènes, une cité démocratique. Afin d'étudier au mieux cette cité, Athènes, ouvrez les pages 72-73 de votre manuel. Et gardez ces pages ouvertes, elles vous seront utiles. D'abord, en vert, le A, l'organisation politique de la ville d'Athènes. Tout d'abord, vous pouvez regarder ce document à la page 73. Vous y voyez au centre l'Ecclésia. L'Ecclésia est essentielle pour l'organisation de la vie politique à Athènes. Ainsi, vous pouvez noter, les citoyens ont le droit de discuter, de voter les grandes décisions dans une assemblée qui s'appelle l'Ecclésia. Cette Ecclésia, cette assemblée, se réunit sur une colline en plein milieu de la ville d'Athènes qui s'appelle la Pnyx. Autre fonction très importante pour la politique à Athènes, les magistrats. Vous le voyez tout en haut de ce document. Les magistrats sont là pour gérer au quotidien la ville. Vous pouvez aussi noter donc, pour diriger la cité au quotidien, les citoyens élisent des magistrats. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, un des magistrats les plus connus à Athènes s'appelle Périclès. Pendant 15 ans, il a été magistrat. Vous en avez ici une représentation et un texte. À travers l'Ecclésia et les magistrats, les citoyens d'Athènes peuvent donc participer à la vie politique. C'est ce qu'on appelle une démocratie. Vous pouvez donc noter, les citoyens dirigent Athènes, c'est une démocratie. Et ensuite, vous noterez la définition de la démocratie, c'est-à-dire une forme de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à l'ensemble des citoyens.
À nouveau, nous pouvons arrêter là le cours pour aujourd'hui. Nous le reprendrons un autre moment. Dernière partie du cours, nous pouvons écrire B. En vert, les citoyens ont le devoir de défendre la cité en cas de guerre. Pour rappel, nous sommes toujours dans le grand 3 à parler de la cité d'Athènes. Afin de nous aider à étudier comment les citoyens peuvent défendre la cité, je vous invite à ouvrir les pages 68 et 69. Les Athéniens participent à l'effort de guerre en étant hoplites, vous en avez une image, c'est-à-dire qu'ils sont soldats fantassins, soit soldats à pied. Les Athéniens peuvent aussi devenir rameurs sur les bateaux de l'époque qu'on appelle des trières. Vous en avez ici un dessin. Et puis un deuxième où l'on peut voir les rameurs dans le fond du bateau et par-dessus les hoplites qui se préparent à l'attaque. Ainsi, vous pouvez noter dans votre cours que les citoyens doivent défendre leur cité soit comme hoplites ou comme rameurs sur une trière. Un hoplite est un soldat qui est à pied et qui est armé. À l'époque de l'Antiquité, il y a beaucoup de guerres entre les cités grecques. Par exemple, la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes, dont vous avez une représentation sous les yeux. En effet, la ville d'Athènes et de Sparte se disputaient le territoire en se faisant la guerre. Ainsi, vous pouvez noter dans votre cours, par exemple, la guerre du Péloponnèse qui oppose Athènes à Sparte. Là, notre cours sur le chapitre 9 s'achève. Le monde des cités grecques, j'espère, n'a plus de secret pour vous. Nous nous retrouverons pour un prochain chapitre à un autre moment.